ce webinaire autour du crédit mobilité, donc un dispositif majeur à mettre en place pour une politique mobilité aboutie. On est heureux de recevoir ce matin Mehdi de Roadmate et Yann de Skipper qui se présenteront tout à l'heure, et Antoine de chez Ecodev. Je vais rapidement, pour débuter, faire un petit rappel sur pourquoi on prend la parole sur ce sujet et surtout qui nous sommes. Donc nous, c'est Ecodev. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on accompagne les organisations et les territoires dans leur démarche de développement durable, le déploiement et la définition et le déploiement de démarches RSE développement durable, pour les guider et les aider à devenir de vrais acteurs engagés et à impact pour relever les défis sociaux et environnementaux que l'on connaît. Notre raison d'être, c'est de réveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. Nos métiers, on en a 4. C'est le conseil stratégique en matière de développement durable et de RSE, la mesure d'impact importante, le déploiement opérationnel et la communication et la conduite du changement. On a 5 pôles d'expertise, la RSE, les enjeux climat-énergie, la mobilité durable, la biodiversité et les enjeux économie circulaire. Et donc, comme vous l'avez vu, la mobilité durable est un gros enjeu, un pôle d'expertise chez nous, et nous avons créé, il y a quelques années maintenant, l'écosystème mobilité qui vous invite aujourd'hui pour ce webinaire. Pour rappel, l'écosystème mobilité, donc c'est un écosystème qui rassemble tous les acteurs de la mobilité durable qui ont envie de faire avancer, bouger les choses, bouger les lignes en matière de mobilité. Donc on a 4 thèmes développés, donc l'aide, l'accompagnement aux employeurs dans l'appropriation du management de la mobilité. Voilà, ces sujets-là deviennent de plus en plus importants au sein des entreprises. Également accompagner le changement de comportement. On sait que la conduite du changement sur ces sujets-là est aussi importante. Valoriser les solutions innovantes et les acteurs engagés comme Roadmate et Yann aujourd'hui, et soutenir la sobriété et l'innovation responsable. Donc, comme je vous ai dit, on essaie de rassembler un maximum d'acteurs de la mobilité. Donc, parmi elles, nous avons des adhérents employeurs, donc des grands employeurs comme GRDF, EDF, Arval, Transdev, et plein de solutions innovantes qui proposent des solutions justement pour faire avancer les sujets de mobilité durable au sein des entreprises et même ailleurs ou sur les territoires, et des parties prenantes et influenceurs qui nous aident également sur ces sujets et sont des relais et des mines d'informations importantes. Au sein de l'écosystème, on propose de nombreuses prestations clés en main. Donc, il y a une bibliothèque en ligne qui existe sur laquelle on peut trouver de nombreuses ressources. On crée également de nombreux rendez-vous, notamment ces webinaires. On vous fait parvenir des newsletters sur les sujets de mobilité, de veille réglementaire. N'hésitez pas à télécharger le support pour avoir plus d'informations. Et parmi les initiatives pour aller un petit peu plus vite et que ce soit plus concret pour vous, donc il y a une plateforme en ligne qui existe dans laquelle vous avez accès à de nombreuses ressources pour pouvoir monter en compétences ou vous sensibiliser au sujet de la mobilité durable dans l'entreprise si vous n'êtes pas encore forcément familier avec ça. Les nombreux webinaires qu'on peut réaliser comme aujourd'hui, des conférences, des projections, des ateliers solutions, des interviews d'employeurs pour valoriser les démarches qui sont faites, etc. Et pour finir, et après je vous laisserai tranquille et on parlera crédit mobilité, quelques projets en cours à venir liés à l'écosystème mobilité. Donc c'est notamment la participation à la création et le déploiement du label employeur Pro Vélo. Peut-être vous en avez entendu parler, et à l'initiative Objectif employeur Pro Vélo, donc qui accompagne les employeurs dans leur démarche de promotion du vélo en entreprise, de l'usage du vélo en entreprise. Et puis en ce moment, beaucoup d'enquêtes pour essayer un peu d'objectiver tous ces sujets, notamment un baromètre forfait mobilité durable qui est en train d'être réalisé. Une enquête également sur les NAO et la mobilité domicile-travail, puisque la mobilité est un sujet qui est maintenant intégré aux négociations annuelles, qui doit être intégré aux négociations annuelles obligatoires. Et une enquête qu'on va lancer dans les prochains jours, donc restez alerte autour de la mobilité et la qualité de vie au travail, que je vous inviterai à relayer. Voilà, j'en ai fini. On va passer à notre sujet du jour qui est le crédit mobilité. Et pour ça, je vais laisser la parole à Antoine et moi je vous retrouve à la fin pour les questions. Et encore merci à tous d'être présents ce matin.
Merci Thomas, bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire autour du crédit mobilité. Donc avant de laisser la parole à nos deux solutions et leurs représentants, donc Mehdi et Yann, je vous propose quelques éléments de contexte pour le crédit mobilité. Alors je m'excuse par avance si j'enfonce quelques portes ouvertes pour certains, mais voilà, c'est des éléments qui sont importants de considérer. Alors, un rappel sur le crédit mobilité. Donc, le crédit mobilité, c'est un dispositif finalement assez mature puisqu'il a vu le jour il y a maintenant une dizaine d'années. Donc, il a eu quand même, il a pris un certain temps à émerger au sein des entreprises, mais il a vraiment été conforté par la LOM, donc qui est la loi d'orientation des mobilités, qui a été votée en 2019. Donc c'est une loi qui vise à obliger les entreprises les flottes de plus de 100 véhicules à intégrer un verdissement, donc c'est-à-dire à intégrer des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, donc de moins de 60 grammes de CO2 par kilomètre, donc des véhicules à faible émission pour réduire les émissions de CO2 et donc l'impact environnemental des flottes automobiles. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'à ce jour, on n'a aucune obligation et aucune sanction qui sont en place vis-à-vis de ce verdissement. Donc, ça repose essentiellement sur le bon vouloir des entreprises et leur motivation à réduire leurs émissions de CO2. Un rappel également sur les flottes automobiles aujourd'hui. Donc, Arval, la société Arval a réalisé un observatoire sur les flottes automobiles en France. Donc, quelques chiffres importants vis-à-vis de ces flottes. À ce jour, on estime qu'en moyenne, on a des flottes de véhicules qui sont composées de 164 véhicules contre 85 en Europe. Donc, des flottes automobiles françaises qui sont assez conséquentes puisqu'on est à près du double. On a des flottes qui commencent à entamer cette transition énergétique, puisque 57% des flottes sont équipées d'au moins un véhicule à motorisation alternative. Donc, motorisation alternative égale hybride rechargeable ou électrique. D'un point de vue du business model, on est sur des flottes qui sont pour la plupart, donc à 90%, en location longue durée. Donc, on est loin du système d'achat qu'on pouvait connaître il y a 10 ou 15 ans. Et autre élément assez important, c'est que parmi ces flottes, on a des nouveaux usages et notamment de l'autopartage pour 67% des 300 entreprises qui ont été interrogées et 71% qui pratiquent également le covoiturage avec leurs véhicules de flotte. Donc, des nouveaux usages qui vont être importants à prendre en compte dans le cadre de la mise en place du crédit mobilité. Et on a également des collaborateurs qui vont avoir recours à la location privée, donc à la location de véhicules, soit le week-end, soit dans des occasions exceptionnelles, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui est du crédit mobilité, pour rentrer dans le vif du sujet, donc quelques éléments de définition. Donc le crédit mobilité, c'est une enveloppe budgétaire qui correspond finalement à la différence entre le coût de la voiture de fonction qui serait habituellement proposé aux collaborateurs. Donc souvent, on va être sur des véhicules de fonction qui sont assez conséquents, des véhicules soit de catégorie B, soit de catégorie C, donc soit des routières, soit des SUV, donc qui correspondent souvent à un montant assez élevé. Et l'idée, c'est de proposer des alternatives qui sont de taille réduite, donc en termes de poids, de motorisation, et donc également, la plupart du temps, en termes de coût. Et donc, l'idée, c'est de proposer à ses collaborateurs une compensation pour les déplacements professionnels et personnels lorsqu'ils vont choisir une alternative qui sera plus vertueuse vis-à-vis de ce véhicule. Donc, on estime en termes de budget financier que le budget va aussi entre 3 et 10 000 euros. Donc 3 000 euros pour les véhicules les plus petits et 10 000 euros pour les véhicules les plus conséquents. Et donc, ça va être cette enveloppe qui sera mise à disposition du collaborateur pour financer sa mobilité du quotidien. Et les modes de transport éligibles, finalement, ils vont être définis par l'entreprise. C'est l'entreprise qui va décider si le collaborateur peut avoir recours au train,
à l'avion, à l'autopartage pour ses déplacements professionnels ou personnels. Et bien souvent, l'idée derrière tout ça, c'est d'orienter vers une mobilité qui soit moins impactante d'un point de vue environnemental et économique. Puisque finalement, les deux enjeux derrière ce crédit mobilité, c'est de réduire les émissions de CO2 liées à l'automobile, puisque, pour rappel, aujourd'hui, les émissions de CO2 sont liées à 30% à l'automobile. Donc, l'automobile qui est responsable de 30% de ces émissions de CO2 en France. Et également un enjeu financier, puisqu'on l'a vu, le coût d'un véhicule de fonction va aussi entre 3 et 10 000 euros par an. Donc, il y a un enjeu financier pour réduire les coûts de l'entreprise et du collaborateur. Voilà pour ce qui est des éléments introductifs. Donc, je vais maintenant laisser la parole à nos deux solutions et leurs représentants. Donc, on va commencer peut-être par Yann, si tu peux… Enfin non, du coup, pardon, on va tout de suite passer à la présentation des solutions. Ça sera plus simple. Yann, si tu peux te présenter. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravi d'être là pour vous parler du crédit mobilité. Donc, moi, je représente la société Skipper. Skipper, nous sommes une solution qui existe depuis 2019. Solution qui a été créée en Belgique et qui vise à accompagner les entreprises depuis le début autour de leur transition écologique en leur aidant à mettre à disposition des budgets pour la mobilité flexible des salariés. C'est un sujet qui est plutôt récent en France, puisque notamment accéléré par le forfait mobilité durable en 2019 et décret d'application en 2020. En Belgique, il y a une antériorité qui est un peu plus marquée, qui fait que ces enjeux-là sont déjà un peu plus matures et poussés. Donc, sur le sujet, en France, on accompagne les entreprises pour mettre en place le forfait mobilité durable, la gestion des abonnements de transport, le crédit mobilité et tout autre type de budget qui peut être mis en place et décidé par une entreprise. Nous sommes accompagnés alors, depuis le début par une société, D'Ieteren Automobile, donc vous voyez le logo en bas de la slide, et ainsi que son incubateur de start-up, son start-up studio, le Labbox, et nous avons été rejoints en capital par la banque belge Belfus et plus récemment ALD Automotive. On travaille aujourd'hui entre la France et la Belgique avec plus de 120 clients, dont voilà, quelques noms que vous voyez ici affichés, principalement sur le budget mobilité, le crédit mobilité, donc, qui sont les mêmes mécanismes France et Belgique, et également le forfait mobilité durable sur ces entreprises. Notre système fonctionne autour d'un triptyque dont on va parler plus tard. Une carte de paiement dédiée à destination du collaborateur, accompagnée d'une application mobile et on va dire une plateforme administrateur à destination de l'employé, de l'employeur pour pouvoir suivre et monitorer les différents budgets octroyés aux salariés. Voilà un petit peu pour la présentation de Skipper. Merci Yann. Donc, je vous propose maintenant de passer à la présentation de Mehdi et de Roadmate. Alors, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Alors, Roadmate, c'est une start-up également qui est créée en 2019, en plein milieu des débats sur la loi LOM. Donc, on a saisi l'opportunité pour accompagner justement ce dispositif de transformation des mobilités pour apporter cette solution de paiement donc qui s'articule un peu de choses près de la même manière que Skipper. Donc, c'est une solution de paiement qui va permettre à une entreprise de mettre un budget sur les cartes des salariés et en fonction de l'objet de ce budget, on va pouvoir faire des choses spécifiques, différentes selon le cas. Donc, nous, notre objectif finalement, c'est notre raison d'être, même je dirais, puisque nous sommes aussi une entreprise à mission. Notre objectif premier, c'est de réduire votre empreinte CO2, notamment le sujet d'aujourd'hui, le crédit mobilité. Ça passe forcément par ou de la réduction de flotte automobile ou du changement vers des véhicules soit électriques, soit peu énergivores. Donc ensuite, en travaillant sur ces aspects-là, améliorer quelque part votre marque employeur, puisque les salariés aujourd'hui sont sensibles à cette question-là et on va dire vont plus facilement s'attacher à leur entreprise
si l'entreprise montre qu'elle a un souci sociétal et environnemental. Et le dernier point, qui est le corollaire des deux premiers, c'est l'optimisation finalement de vos process RH et un meilleur ROI sur vos infrastructures, puisque le budget que vous dépensez aujourd'hui sur la flotte automobile pourra apporter une meilleure mobilité à un meilleur coût et avec moins de CO2. Donc, c'est vraiment là-dessus que nous, on est notre focus, c'est vraiment de vous apporter cette solution qui, au-delà d'être une solution de paiement, elle est là pour vous permettre de fixer un cap, un objectif, que ce soit financier, mais surtout, nous, ce qu'on va chercher à faire ensemble, c'est de faire travailler sur un objectif de réduction de bilan CO2. Et on va tout mettre en œuvre pour que tout le monde soit à bord, côté salarié comme côté entreprise, pour atteindre les objectifs, réduire les émissions CO2 à travers différents leviers qu'on va pouvoir utiliser. Voilà, on se retrouvera peut-être après pour des questions plus précises. Merci à tous les deux pour ces présentations. Alors, je vais commencer la première question, donc qui sera pour toi, Mehdi. Donc, aujourd'hui, selon toi, quels sont les atouts pour les collaborateurs en mettant en place le crédit mobilité au sein de leur entreprise? Alors, pour moi, il faut identifier plusieurs types de collaborateurs dans le sens des besoins. Il y a des collaborateurs dont le véhicule de fonction est un outil de travail, donc ils l'utilisent vraiment au jour le jour pour des déplacements professionnels. Là, il s'agira plutôt de faire on va dire une renonciation partielle. Donc, on va baisser de catégorie de véhicule vers un véhicule moins énergivore, voire électrique, et on va compenser par une enveloppe crédit mobilité. Donc, pour ce type de collaborateur, il maintient l'accès à un véhicule qui est plus vertueux, déjà d'une part, et d'autre part, il va avoir une enveloppe budgétaire qui va indéniablement augmenter, améliorer son pouvoir d'achat. Donc ça, c'est, on va dire, la première catégorie, le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est un salarié qui a un véhicule de fonction de par sa position dans l'entreprise, mais qui habite dans une zone urbaine qui est assez bien, on va dire, les moyens de transport sont disponibles. Donc, pour ce salarié, il peut être plus judicieux de renoncer totalement au véhicule et d'obtenir une enveloppe crédit mobilité conséquente qui va lui permettre finalement de faire beaucoup plus de choses pour lui et pour sa famille, à l'inverse d'une voiture de fonction qui va probablement passer la semaine au garage et sortir uniquement le week-end. Donc voilà, les atouts pour le collaborateur, c'est vraiment on perd pas en mobilité et on gagne en pouvoir d'achat, si je dois le résumer en deux points. Ok, très clair pour moi en tout cas. Yann, est-ce que tu souhaites compléter le propos de Mehdi sur les avantages pour le collaborateur? Oui, je pense qu'il y a un point effectivement qui est important et qui s'inscrit dans l'ADN des services qu'on propose, qui est effectivement d'inclure, en fait, de faire participer le collaborateur dans la valorisation de l'impact carbone de l'entreprise, en l'occurrence dans la diminution de son activité. Et donc, c'est par cette forme de participation, c'est par cette forme de budget qu'on va aussi inclure le salarié dedans et il va être partie prenante à part entière de l'impact environnemental de l'entreprise et donc de l'image que celle-ci va pouvoir renvoyer. C'est souvent évidemment des objectifs qui sont assez clairement affichés des entreprises, donc c'est un bon moyen de l'y faire participer. Ok, très bien. Donc, cette notion d'intégration du collaborateur dans la politique mobilité de l'entreprise. Alors, on va passer à la question suivante, donc toujours avec toi, Yann. Quels vont être les atouts du crédit mobilité pour les entreprises cette fois? Oui, alors point de vue entreprise, on se rend compte en fait que le crédit mobilité correspond à des enjeux de plusieurs parties prenantes dans les entreprises. Donc, d'abord, il y a évidemment les directions RSE, quand il y en a dans les entreprises, qui veulent, eux, mettre en place, comme vous l'avez rappelé au début, une transition vers un verdissement de la flotte automobile, voire carrément une diminution, suppression de celle-ci. Ça se fait évidemment pas du jour au lendemain, mais le crédit mobilité y participe à la fois dans la mesure où il valorise des mobilités plus vertes,
et ça, c'est au choix de l'entreprise. Et évidemment, il limite effectivement l'impact du matériel des véhicules roulants. Donc, premier partie prenant, les RSE. Deuxième partie prenant, on va dire les fonctions qui sont un peu plus finance, achat, dont évidemment, c'est souvent l'objectif qui est de diminuer la charge du coût de la flotte automobile. Donc, en ce sens, la mise en place d'un crédit mobilité dans des conditions qui sont librement à définir par l'entreprise peuvent être optimisées pour faire en sorte que la charge du coût total de la flotte soit plutôt en diminution. Donc ça, c'est un autre partie prenante qui est impliquée dans la mise en œuvre du crédit mobilité. Et le troisième, ce sera, on va dire, plutôt une optique peut-être DRH, ou plutôt, en tout cas, qui vise au bien-être du collaborateur. Et donc, son bien-être passe par effectivement la mise à disposition d'outils qui lui permettent de dépenser sur sa mobilité dans des conditions définies, encore une fois, mais qui lui permettent, voilà, et aussi de valoriser ses dépenses et la consommation de sa mobilité dans son impact CO2. Donc, ces atouts-là, on va dire l'aspect green, l'aspect coût et l'aspect satisfaction salariée, et donc renforcement de la marque employeur, hein, sont a priori des atouts assez forts derrière le dispositif du crédit mobilité pour les entreprises. Ok, très bien, merci Yann pour ces éléments de réponse. Mehdi, est-ce que tu as des éléments à ajouter sur Non, je vais compléter juste parce que la réponse était assez complète. Je dirais juste que par rapport à la marque employeur, aujourd'hui, on a une génération qui arrive sur le marché de l'emploi et qui est assez sensible à cette question. Et le fait de le proposer, d'avoir dans le package de rémunération ce crédit mobilité, va vous permettre de recruter plus facilement et surtout vous attirer les meilleurs talents. En plus de retenir les meilleures forces, les forces en présence. Ok, très clair. Alors, bien entendu, le crédit mobilité, c'est un dispositif assez conséquent au sein d'une entreprise qu'on ne va pas pouvoir forcément mettre à disposition de tous les collaborateurs, même de tous ceux qui disposent d'un véhicule de fonction. Et justement, Mehdi, c'est bon. Comment justement sélectionner les collaborateurs qui peuvent bénéficier de ce crédit mobilité? Alors moi, je ne dirais pas ça comme ça. Sélectionner le collaborateur, déjà, il y a effectivement la question de l'éligibilité. À partir du moment où on a un véhicule de fonction, la question se pose de proposer un crédit mobilité. Donc, en fait, il ne s'agit pas de dire de sélectionner des collaborateurs à qui on va imposer le crédit mobilité. Il s'agira de le proposer, de le mettre sur la table pour que ce soit une option possible pour les salariés, soit qui entrent dans l'entreprise, soit qui arrivent à échéance d'une location à longue durée et le moment du renouvellement se présente et là, le crédit mobilité est sur la table. Tu as mentionné tout à l'heure l'aspect conséquent, mais en fait, les crédits mobilité, ça apporte des économies aux entreprises. Ce n'est pas un dispositif qui coûte plus. C'est un dispositif qui va réduire la facture de la location, du carburant, du parking, de l'entretien. Je parle pas des process en interne pour gérer la flotte, etc. Les places de parking. Ça va indéniablement réduire pour l'entreprise. C'est tout. C'est quelque chose qui ne peut que permettre de faire plus d'économies. Mais le collaborateur, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, en fonction de l'utilisation qu'il fait du véhicule de fonction, c'est lui qui va dire tiens, je veux bien prendre le crédit mobilité ou pas. Donc en fait, la première étape, nous, ce qu'on fait, c'est d'habitude, on propose aux entreprises un webinaire pour expliquer aux salariés qu'est-ce que c'est, un travail de pédagogie, histoire que tout le monde sache ce que c'est, comment on l'utilise. Et ensuite, c'est à la carte. C'est le salarié qui dit « ça m'intéresse, je veux le prendre ». Et en fonction de ça, soit il prend une remboursation partielle ou totale, mais ça correspond, ça revient au salarié de choisir la formule qui lui permet d'être, on va dire, plus épanoui dans son travail, tout en répondant aux exigences et aux objectifs de l'entreprise.
Ok, très bien. Donc, c'est finalement une approche assez ouverte qui repose sur la volonté des collaborateurs de se voir mettre en place le crédit mobilité. Ouais, Absolument. Yann, est-ce que tu as des éléments à apporter sur cette question? Oui, je pense effectivement c'est un dispositif qui, de toute façon, s'adresse à tous les collaborateurs qui bénéficient d'un véhicule de fonction, qu'il soit plutôt d'ordre statutaire ou commercial, bien qu'on se rend bien compte que les salariés qui ont une fonction commerciale, par nature, vont avoir plus de difficultés à switcher vers une formule de crédit mobilité. Ils ont une dépendance qui est tellement forte à leur véhicule, et souvent en fonction de leur zone aussi où ils agissent, ils ne peuvent pas se passer d'un véhicule, ça c'est clair et évident. Donc, ça peut arriver, on a des cas évidemment, mais ce n'est vraiment pas les plus fréquents. On s'adresse davantage à des salariés plutôt statutaires, avec des profils, on va dire des profils types qui ressortent. Par exemple, un premier type de profil qui est un jeune collaborateur à qui on propose pour la première fois un véhicule de fonction, qui est plutôt un habitant d'une métropole, donc qui n'a pas d'usage d'un véhicule, pour qui la gestion au quotidien est plutôt une contrainte, y compris avec la gestion du parking. Pour sortir d'une ville, c'est compliqué. Donc, ce profil-ci, il souhaite vraiment largement bénéficier d'un autre dispositif pour faciliter sa mobilité au quotidien. Et donc, le véhicule de fonction ne lui correspond pas forcément. Il a ou il n'a pas d'ailleurs son permis de conduire, hein, souvent même certains collaborateurs qui ne l'ont pas. Et il y a un deuxième type de profil qu'on va ressortir pas mal, c'est plutôt des couples un peu plus avancés, dans lesquels l'un ou l'autre, les deux ont un véhicule de fonction, et donc l'un ou l'autre est prêt à renoncer à son véhicule pour prendre un véhicule peut-être plus petit, pour être plus agile, pour aller en ville et bénéficier en plus d'une somme conséquente sur le crédit mobilité. Donc ça, c'est les types de collaborateurs, mais comme disait Mehdi, effectivement, hein, c'est un choix, on va dire, souverain du collaborateur qui peut choisir ou non de prendre ce crédit mobilité. Ok, très clair. Merci pour ces éléments sur les atouts du crédit mobilité. On va maintenant passer aux outils du crédit mobilité. Donc, aujourd'hui, le crédit mobilité, en termes d'outils, se traduit essentiellement par une carte de paiement qui va permettre de financer cette mobilité. Donc, question à toi, Yann. Pourquoi avoir cette carte de paiement dédiée? Qu'est-ce qu'elle va apporter finalement dans le quotidien du collaborateur? Alors, la carte, elle a d'abord comme vocation d'être un outil finalement un peu marketing pour l'entreprise vis-à-vis de ses salariés. C'est-à-dire, je vous mets à disposition un budget, faites-en bon usage, et voilà un outil dédié pour que vous puissiez le consommer. Donc, c'est quand même un outil marketing qui permet de valoriser l'effort et la somme qui est derrière. Une première manière aussi d'utiliser la carte. La deuxième aussi de ces solutions par carte, c'est d'éviter de faire en sorte que le salarié n'avance les frais lui-même. C'est souvent des solutions qu'on peut retrouver dans les entreprises pour trouver des mises en œuvre du crédit mobilité. On va demander aux collaborateurs d'avancer les frais et on va contrôler ces dépenses a posteriori. Donc là, on est dans une démarche où effectivement, sur un budget qui initialement incombe à l'entreprise, on le transfère aux collaborateurs. Donc, il peut y avoir des enjeux, évidemment, en fonction des profils des collaborateurs où c'est plus sensible. Et on préfère, à ce moment-là, donner à disposition du collaborateur un budget à travers une carte. Enfin, et c'est surtout ça le principal point, la carte, elle permet deux choses, le bridage des mobilités et le contrôle des montants. Donc, bridage des mobilités, ça veut dire quand l'employeur décide, dans le cadre de son crédit mobilité, d'interdire par exemple la réservation de vols partout en Europe ou dans le monde, etc., eh bien, toutes les compagnies aériennes sont donc bloquées, le collaborateur n'a pas accès à cela, et il y a une garantie totale qui est donnée à l'entreprise sur le fait que le collaborateur n'ira pas réserver des vols. Ça, c'est le bridage. L'autre point, c'est donc le contrôle, c'est-à-dire je mets un montant maximum, exemple 5 000 € par an, que je peux diviser en 12 mensualités, en 12 versements, en 4 versements trimestriaux ou autres. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois, on puisse s'assurer aussi pour les enjeux de trésorerie de l'entreprise que le salarié n'ait pas accès dès le premier jour à 5 000, 10 000 € sur sa carte, mais qu'on puisse bien séquencer un petit peu les budgets auxquels le collaborateur a accès. Donc, bridage et contrôle.
Ok, très bien, merci, c'est très clair. Mehdi, est-ce que tu as des éléments à apporter sur cette carte de paiement? Oui, bah, Qu'est-ce qu'elle va donc, apporter? dans la continuité de ce que disait Yann à l'instant, nous, en tout cas, ce qu'on va proposer, c'est à partir de la carte, ce qu'elle va nous permettre de faire, c'est de faire un calcul de bilan CO2 à partir des transactions qui sont réalisées. Donc, chaque transaction chez nous est convertie en un bilan CO2 avec une table de correspondance qui reconnaît tous les secteurs ou toutes les activités, enfin, tous les services de mobilité. Et on va derrière permettre à l'entreprise, quand elle se fixe un horizon des émissions CO2, de garder le cap on va dire, modifier leur politique de mobilité de manière à ce qu'on soit en capacité de respecter finalement son bilan CO2. Et donc, en fait, la carte, elle va permettre justement de faire ce travail, automatiquement, sans qu'on ait besoin d'intervention humaine, de faire une estimation du bilan CO2 à fur et à mesure. D'accord, ok, super. Et justement, on parle de CO2. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'intégrer ce crédit mobilité dans une stratégie RSE un peu plus globale? Je pense notamment à du bilan carbone, à un plan de mobilité employeur qui permettait de structurer cette approche du crédit mobilité. Mehdi? Absolument, parce que justement, on en a parlé à l'instant, lorsqu'il y a un plan global RSE de réduction des émissions CO2, ça suppose qu'il y a un plan où il y a un calcul qui a été fait pour déterminer quel est le niveau des émissions actuelles. Une fois qu'on le connaît, on va pouvoir se projeter vers un objectif qui est de réduction des émissions CO2. Et cette réduction CO2, on ne peut la constater que si on est en capacité de la mesurer. Et donc, cette carte, justement, elle va nous permettre de mesurer les émissions CO2. Donc, celui des véhicules, on le connaît, il y a de la télématique dans les véhicules. On est capable de comprendre quel est l'impact CO2 de la flotte. Donc, déjà, à travers ça, on va pouvoir estimer, on va pouvoir identifier la baisse des émissions CO2 des véhicules qui sont présents dans le parc à fur et à mesure qu'on déploie le plan. Et en parallèle avec ça, le crédit mobilité, puisque son objectif, c'est aussi de baisser le bilan CO2, avec cette carte, on va pouvoir, mois par mois, voir où est-ce qu'on en est par rapport à son objectif. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut restreindre davantage? Est-ce qu'il faut inciter davantage? Donc, tout ça, ce sont des clés d'analyse que l'on va apporter aux entreprises et qui leur permettent de comprendre où est-ce qu'ils vont et comment on fait pour arriver aux objectifs qu'on se fixe. D'accord, ok, très clair. Yann, est-ce que tu souhaites apporter un complément sur cette intégration dans une stratégie RSE plus globale? Oui, alors à la question nécessaire intégration dans une stratégie RSE, j'apporterai quand même la nuance que la plupart des entreprises aujourd'hui ont une stratégie RSE, mais il ne faut pas non plus négliger le fait que ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, hein, et il y a des PME partout en France qui n'ont pas forcément cette optique, en tout cas en priorité, qui l'ont, oui, mais peut-être pas en priorité. Donc, ça ne répond pas nécessairement à un besoin d'intégration dans une stratégie RSE, ça l'est la plupart du temps, mais il faut aussi envisager que ça répond plutôt à des questions aussi, on va dire, budgétaires ou à des questions de situation personnelle. C'est souvent des collaborateurs qui en font la demande en disant, voilà, je n'ai pas besoin d'un véhicule de fonction, est-ce que vous avez des alternatives à me proposer? Oui, j'ai le crédit mobilité, etc. Donc là, on n'est pas forcément inscrit dans une démarche RSE. Après, évidemment que c'est un impondérable aujourd'hui, c'est quelque chose et puis c'est un levier efficace pour valoriser la stratégie RSE de l'entreprise. Nous, chez Skipper, donc on a ce qu'on appelle le rapport CO2, qui est indexé aux consommations de la carte et qui permet de valoriser en fait sur l'ensemble des consommations des collaborateurs à travers le crédit mobilité ou tout autre type de budget de mobilité, l'impact CO2 de ceci. Donc ça va permettre à l'entreprise d'avoir les données brutes sur l'impact CO2 de ses collaborateurs. Et ça, c'est un point qui est de plus en plus un impondérable. J'en parlais tout à l'heure, hein, c'est clairement un partie prenante à part, hein, la direction RSE. Donc, c'est comme ça, à travers ce bilan CO2, qu'il va pouvoir mesurer l'efficacité de la mesure crédit mobilité. Ok.
Merci pour ta réponse. Alors justement, tu parlais de parties prenantes. C'est la question suivante. Quelles parties prenantes internes on va pouvoir solliciter pour déployer le crédit mobilité et s'assurer que il soit finalement viable au sein de l'entreprise? Oui, alors pour la partie effectivement déploiement, donc j'ai présenté les principales parties prenantes au début plutôt pour l'aspect décisionnel, donc les achats, la finance, gestionnaire de flotte, qui peuvent souvent être regroupés dans une même entité, le département RSE, et puis peut-être les DRH dans une optique plus satisfaction du salarié. Maintenant, pour on va dire déployer le crédit mobilité, il faut l'appui de deux départements, de deux parties prenantes d'une entreprise, évidemment les gestionnaires de flotte qui sont en première ligne sur ce nouveau dispositif, donc qui vont être ceux, en tout cas, qui vont communiquer aux salariés ou qui vont recevoir des salariés les intentions de passer dans une formule de crédit mobilité. Et au-delà de ça, c'est effectivement le département communication interne. Là, il y a un travail important à faire qui est celui de sensibiliser et de proposer aux collaborateurs éligibles le ou les différents packages de crédit mobilité qui leur sont proposés. Donc, on va s'appuyer, nous, effectivement, beaucoup sur les équipes de communication interne. On les aide et on les accompagne pour définir les stratégies de communication auprès des collaborateurs en fonction surtout des habitudes propres à chaque entreprise. On va dire que ce n'est pas systématisable puisque chaque entreprise privilégie certains moyens, surtout dans nos contextes où, on va dire, on est un petit peu moins tous présents physiquement sur les lieux de travail. Donc, on cherche à trouver le moyen le plus efficace de communiquer cela. Et puis, évidemment, l'organisation, on va dire, impondérable, finalement, de webinaires, un peu comme celui auquel on se retrouve aujourd'hui, qui reste un moyen efficace de partager, d'annoncer et d'informer rapidement et efficacement. Donc, voilà, département communication interne est évidemment une partie prenante non négligeable. Ok, donc finalement une pluralité de parties prenantes à prendre en compte. Mehdi, est-ce que tu souhaites compléter le propos de Yann? Oui, non, mais en fait, c'était assez complet. Donc, juste pour résumer, finalement, il y a un premier travail qui doit être fait au niveau de la direction en discutant avec les différentes parties prenantes, que ce soit les RH, les gestionnaires de flotte, etc., pour dire, OK, on va le proposer. Une fois qu'on a passé cette étape-là, d'être convaincu de son intérêt pour son entreprise, la deuxième partie va commencer. Nous, d'ailleurs, on fait tout le temps comme ça avec nos clients. On commence d'abord par faire un état des lieux en interne pour comprendre un petit peu les attentes et les besoins des entreprises. Une fois qu'on a convaincu la direction de son intérêt, commence une deuxième partie qui est la pédagogie à destination des salariés. Et ensuite, les salariés, petit à petit, intègrent le dispositif. Comme je le disais tout à l'heure, souvent, ça se fait au rythme des renouvellements des locations. Donc, chaque salarié qui a une location qui se renouvelle bientôt va recevoir un kit de communication et d'explication, sachant qu'il a déjà reçu au préalable des explications sur le dispositif. Et l'idée, c'est que chaque salarié qui s'apprête à renouveler son véhicule ou chaque salarié qui rentre dans l'entreprise, que lui soit proposé ce dispositif sous ces différentes formes, que ce soit la renonciation partielle ou totale, mais en tout cas que ce soit sur la table. Et c'est vraiment ça qui permet justement un déploiement qui soit le plus facile finalement pour l'entreprise. Ok, merci Mehdi pour ce complément d'information. Alors on va continuer puisqu'on a parlé des atouts finalement, des outils, des parties prenantes et finalement une partie pour laquelle vous êtes assez bien placé pour vous exprimer, qui sont les limites de ce dispositif aujourd'hui. Alors une question pour toi Mehdi, quelles sont les limites fiscales et financières du dispositif? Alors je dirais le talon Achille du crédit mobilité, c'est l'aspect fiscal. Nous, en tout cas, ce qu'on propose, c'est de traiter le crédit mobilité comme on traite le véhicule de fonction, c'est-à-dire exactement la même fiscalité. Donc, pour faire simple, chaque société connaît les véhicules qu'elle propose en fonction des catégories de ses salariés. Donc, on va identifier des véhicules de référence
Et sur chaque véhicule de référence, on a un TCO qui est connu et ce TCO donne lieu à un avantage en nature qui est connu aussi. Donc, dans le cas d'une renonciation totale, par exemple, eh ben, on va proposer aux salariés une enveloppe crédit mobilité à hauteur de ce TCO et l'avantage en nature résultant de cette enveloppe sera le même que s'il avait choisi le véhicule. De même, pour une renonciation partielle, on va partir du véhicule initial de référence auquel a accès le salarié. Et si on fait un découpage plus petit véhicule plus le crédit mobilité représentant le delta entre le véhicule de référence et le véhicule plus petit, on va aussi se retrouver sur la même configuration avec un même avantage en nature qui est comptabilisé pour le salarié. Donc, pour l'entreprise, c'est des cotisations sociales uniquement sur cette partie d'avantage en nature qui dépend bien évidemment du véhicule de référence. Et pour le salarié, il y a un impôt sur le revenu qui est calculé ou qui est soumis à cette partie de l'avantage en nature. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur l'aspect fiscal. Ok, merci, c'est très clair. Yann, est-ce que tu souhaites compléter le propos de Mehdi? Oui, alors en effet, c'est un talent d'Achille ou c'est une limite puisque aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif clair qui encadre le crédit mobilité dans la même mesure que beaucoup d'entreprises hésitent entre la formule dont parlait Mehdi d'appliquer une approche forfaitaire type celle qui est appliquée sur les véhicules de fonction. D'autres hésitent aussi entre appliquer un forfait sur la valeur de 100% du crédit mobilité. Donc, en l'espèce, on a plutôt tendance à recommander, nous, d'être prudents en la matière, dans la mesure où le crédit mobilité ne bénéficie pas clairement d'un cadre légal appuyé et défini, ni dans la LOM, ni dans aucun autre texte de jurisprudence. On considère davantage comme un avantage en espèces, non pas en nature. Et le cas des avantages en espèces sont considérés comme des avantages 100% taxables et considérés comme du salaire. Donc, dans cette mesure-là, c'est une vraie limitation. Et j'anticipe un peu la question suivante, hein, parce que c'est comme ça qu'on pourra rassurer ceux qui nous écoutent. Le sujet est sur la table actuellement, donc en tout cas des différents ministères du développement durable et des différentes agences en charge de faire un petit peu évoluer la législation sur ce sujet-là. Beaucoup d'entreprises se posent des questions sur ce qu'il est possible de faire et quelles sont voilà, les futures évolutions législatives là-dessus. Donc, il y a à l'étude en ce moment une expérimentation qui pourra être faite justement afin de faire bénéficier d'un dispositif fiscal plus intéressant que ce qu'il est en l'état des entreprises et qui pourrait donner lieu ensuite à un texte de loi. Alors, nous, on avait averti dès la publication de la LOM sur le fait qu'il n'y avait pas du tout de considération fiscale sur le crédit mobilité, puisque c'était la LOM était très centrale, enfin, prenait surtout en considération le forfait mobilité durable, donc ceux qui ne bénéficiaient pas de véhicules de fonction. Donc le sujet a mis un peu de temps à l'allumage. On essaye là vraiment de faire remonter le sujet le plus vite possible pour qu'il y ait une expérimentation. L'idée, évidemment, ce serait soit d'appliquer un avantage type avantage en nature sur le véhicule de fonction, ou alors d'avoir une approche peut-être comme ce qui peut se faire en Belgique, et dont nous, on peut témoigner puisqu'on le voit aussi au quotidien chez nos clients en Belgique, qui est de considérer que toutes les mobilités vertes du crédit mobilité sont exemptées de toute fiscalité. Et le reliquat qui peut rester en fin d'année aux salariés peut lui être versé sous forme de salaire avec une diminution d'exonération par rapport aux charges sociales et patronales classiques. Donc ça, c'est voilà, une autre piste, hein, et on regarde un petit peu laquelle sera mise en place dans le cadre de l'expérimentation, mais aujourd'hui, c'est vraiment le point d'achoppement qu'on rencontre dans les mises en œuvre du dispositif. Mais encore une fois, hein, il y a quand même largement des possibilités d'optimiser le coût de sa flotte en proposant en l'état des crédits mobilité. Et voilà, on rencontre dans les sociétés qui mettent en œuvre des crédits mobilité les deux types de profils, hein, ceux dont parlait Mehdi, qui appliquent un avantage nature, et d'autres qui cherchent à avoir une approche plus prudente. Donc, ce n'est pas une limitation totale. Hein, évidemment, il y a un coût d'opportunité qui peut être sage d'attendre. Ok.
Ok, merci. Très clair comme réponse. Alors, on a déjà finalement commencé à répondre à la question suivante, mais Mehdi, tu vas pouvoir répondre à la première. Donc, un rôle pour l'État dans l'amélioration du dispositif. Est-ce que tu vois autre chose que l'État pourrait faire pour améliorer ce dispositif? L'État a un rôle central parce qu'il y a des engagements que la France a tenus pour réduire ses émissions en CO2. Lorsqu'on connaît la part des véhicules, notamment les véhicules de société dans la pollution globale en France, il devient évident que l'État doit apporter toutes les mesures nécessaires. Le crédit mobilité, comme on l'a dit, existe depuis, enfin, il est pratiqué dans beaucoup d'entreprises depuis plus de 10 ans, malgré l'absence de règles, enfin, de cadre fiscal. Il est temps aujourd'hui, effectivement, de clarifier cette position-là. Alors, effectivement, il y a des, comme l'a dit Yann, il y a déjà des sujets sur la table, mais il y a pas, ça n'avance pas assez vite et aujourd'hui, il y a une urgence qui nous appelle tous à trouver des solutions, l'État en première position, pour faciliter justement cette transition. Les véhicules électriques peuvent y participer, mais aujourd'hui, vous le savez tous, il est impossible de commander un véhicule électrique aujourd'hui. Donc, les délais de livraison sont supérieurs à 12 mois, parfois plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Donc, la question, elle est là. Le temps presse et l'État, effectivement, doit intervenir pour apporter une solution. Alors, quand je dis l'État, je parle de l'exécutif parce que le législatif va probablement mettre un peu plus de temps. Nous, quand on a discuté avec les députés concernés en 2021, on nous avait expliqué qu'il y avait possibilité de légiférer le crédit mobilité par arrêté ministériel. Donc, ça vient apporter 2-3 articles sur le décret qui explique le fonctionnement du véhicule de fonction. On vient juste ajouter 3 articles qu'on avait d'ailleurs ébauché avec les députés, mais ce n'est pas passé au niveau du ministère. Mais juste pour vous dire qu'en fait, il suffit d'un arrêté ministériel pour que le crédit mobilité devienne une réalité, en tout cas une réalité légale ou fiscale. Donc oui, l'État, on l'attend sur cette question-là, ça c'est sûr. Ok, je vois. Merci à tous les deux pour ces réponses. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps, donc ce que je vous propose, c'est de répondre à la prochaine question en 1 minute. On va continuer avec toi, Mehdi. Quelle évolution tu vois pour le crédit mobilité en tant que produit et service auprès de l'entreprise et du collaborateur ces prochaines années? Ça dépend fortement de ce qui va se passer sur l'aspect législatif et fiscal. Si l'État prend conscience de l'urgence et le propose, le rend possible, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'intéressent au crédit mobilité, mais le seul frein qui les empêche d'y aller, c'est cet aspect-là. Donc demain, l'évolution, elle est toute tracée, c'est-à-dire que les entreprises vont dire la pression sur les achats de véhicules et le renouvellement de la flotte, cette pression-là va baisser en faveur d'une mobilité plus décarbonée, plus de trains, plus de transports en commun, plus de covoiturage, plus de vélos, etc., etc. Donc, ce sont des moyens de transport qui vont, on va dire, des moyens de transport plus vertueux qui bénéficieront de cette libération des moyens, parce que finalement, ce sont des moyens considérables que les entreprises mettent en place. Malheureusement, ces moyens vont vers un moyen de transport qui est polluant. Donc, si on fait sauter ce verrou, l'évolution, pour la mobilité durable en tout cas, ne peut être que favorable. Ok, très bien. Merci Mehdi pour cette réponse. Yann? Oui, alors rapidement là-dessus, bon, c'est difficile de se lancer dans des conjectures, effectivement, au vu des incertitudes, mais je pense que ce qui va être intéressant de regarder dans l'évolution du produit, c'est ce qu'on met dans le crédit mobilité, en fait. Nous, on parle beaucoup de packs de mobilité, donc est-ce qu'on propose des solutions avec
un downgrade de véhicule pour qu'il soit électrique, plus un crédit mobilité, de l'autopartage, plus du crédit mobilité, du leasing de vélo de fonction, plus du crédit mobilité, des formules switch, véhicules thermiques, véhicules électriques, plus du crédit mobilité. Donc, il y a plein de différents packages qui peuvent être mis en œuvre et qui pourraient aussi bénéficier, on va dire, en tant que produit de dispositifs intéressants. Aujourd'hui, on les propose déjà et c'est le terrain qui va nous dire ce qui marche le mieux, mais c'est vraiment là-dessus, je pense qu'on pourra voir ce qui va être intéressant en tant que produit. Après, l'aspect produit carte, je pense qu'il est effectivement aujourd'hui le plus simple pour traiter du volume notamment et suivre la consommation des crédits mobilité des collaborateurs, plutôt que de la gestion de notes de frais. Ça me semble assez clair. Ok, eh bien, merci à tous les deux pour votre participation et vos réponses très enrichissantes. Je vais laisser maintenant la main à Thomas pour la session de questions-réponses. Merci à vous deux. Donc effectivement, on a eu pas mal de questions. Je rappelle pour ceux qui sont avec nous, vous pouvez télécharger le support si besoin pour récupérer l'ensemble des éléments en cliquant sur le petit icône de téléchargement, le nuage, quand vous passez votre souhait sur le support. On va commencer par une première question. Hop, je vais dans l'onglet. C'est parti. Donc, est-ce que le crédit mobilité s'adresse seulement à ceux disposant d'un véhicule de fonction? Et si le collaborateur a déjà un véhicule dit propre, comment peut-il bénéficier du crédit mobilité? Je vous laisse Mehdi ou Yann en fonction de… Oui, voilà, peut-être entamer sur le sujet. Dans la mesure où il n'y a pas de dispositif légal clair qui, en cas de crédit mobilité, en fait, on peut le proposer à n'importe qui. Vous pourriez tout à fait le proposer à un salarié qui n'a pas de véhicule de fonction. Et donc, évidemment, un salarié qui a un véhicule propre, d'autant plus. Le seul impact sera un impact budget pour l'entreprise, puisque si vous avez déjà un budget pour son véhicule propre et que vous ajoutez un crédit mobilité, le coût sera conséquent pour l'entreprise. Il n'y a aucune restriction pour l'attribution d'un crédit mobilité à un collaborateur, ce qui est différent du forfait mobilité durable, puisque là, les salariés éligibles doivent être salariés et ne pas disposer déjà d'un dispositif fiscal type voiture de fonction sur lequel il y a des avantages en nature applicables. Donc voilà, cette question, le champ de l'éligibilité finalement est assez ouvert, mais de manière assez pratique, oui, c'est à destination des salariés qui ont un véhicule de fonction qu'on le propose en premier lieu. J'essaie d'être succinct parce que je vois que le temps passe, mais… Super. On va passer à une seconde question. Alors, quand vous dites que cela augmente le pouvoir d'achat du collaborateur, l'enveloppe mise à disposition ne peut être utilisée que pour pouvoir se déplacer. Point d'interrogation. Oui, mais ce sont des déplacements. Des déplacements. Ça peut être des billets de train le week-end. Ça peut être des courses en taxi pour rentrer le soir en famille ou ce genre de choses. Donc, ce sont des dépenses qui sont réelles et qui répondent à un besoin privé. On n'est pas sur des déplacements professionnels. Enfin, le crédit mobilité, il a aussi pour des déplacements professionnels, mais il y a un mix. Comme avec un véhicule de fonction, on ne fait pas la distinction de ce qui est privé de ce qui ne l'est pas. Là, pour le coup, on va pouvoir faire des déplacements toute l'année avec un budget qui est assez conséquent. Hein, dans le cas, par exemple, d'une renonciation totale, qui va permettre à un salarié d'accéder à plus de moyens de mobilité, à l'inverse d'un simple véhicule. Un véhicule, c'est bien, mais il faut, par exemple, dans le cadre d'un déplacement familial, il faut que tout le monde soit dedans. Alors qu'avec un crédit mobilité, on peut par exemple imaginer des cas où on envoie les enfants avant pour voir les grands-parents, puis on les rejoint après. Bref, ça ouvre un champ des possibles qui est assez large et qui, de facto, augmente le pouvoir d'achat des salariés. Il faut bien voir, je peux pas te compléter, que c'est à la base un budget qui est destiné à la mobilité dans la voiture. Et donc, quand il est transformé en crédit mobilité, c'est effectivement du pouvoir d'achat sur de la mobilité qui applique la même cohérence. Hein. Donc, c'est effectivement pas un pouvoir d'achat débridé puisque vous pouvez pas acheter des places de cinéma ou autre, mais c'est thématisé puisqu'on reste sur le champ de la mobilité et c'est des sommes qui sont mises à disposition par l'employeur. C'est pas du salaire. Merci.
On va passer à une autre question. Est-il possible de cumuler FMD et crédit mobilité? L'achat, formation, réparation vélo sont-ils éligibles au crédit mobilité? Oui, alors, rapidement. Vas-y, pardon, Mehdi. Ouais, non, mais j'allais juste simplement dire qu'en fait, il n'est pas possible de cumuler les deux. Parce qu'on part du principe que le crédit mobilité, il a comme vocation de répondre aux besoins de mobilité, hein, c'est dans le nom, du salarié. Et il y a un texte de l'URSSAF qui explique ça très bien. On ne peut pas donner du FMD lorsqu'il y a déjà des aides à la mobilité qui sont mises en place par l'entreprise, le crédit mobilité étant une aide à la mobilité. Maintenant, sur la deuxième question, l'achat, formation, réparation vélo sont-ils éligibles au crédit mobilité? Encore une fois, c'est à la discrétion de l'entreprise. Si elle considère que le vélo fait partie des moyens de déplacement à encourager, et on pense tous autour de cette table que c'est le cas, elle peut bien sûr permettre, parce qu'en fait, finalement, ce que l'entreprise va faire, c'est permettre ou pas des moyens de déplacement. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. En tout cas, sur le FMD, c'est le cas. On peut acheter un vélo et le réparer. La formation, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, le crédit mobilité, pour ceux qui en bénéficient, puisqu'ils n'ont pas le FMD, devraient pouvoir y accéder. Merci. On va prendre une dernière question et du coup, je vous ai mis sur la salle avec nos contacts, donc n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez d'autres questions. Mais avant ça, du coup, je vais prendre une dernière question. Quel est votre retour d'expérience, si vous en avez, concernant les réactions des représentants du personnel et des syndicats au sujet du crédit mobilité? Alors, moi, je dirais qu'ils ne sont pas forcément impliqués, pas systématiquement impliqués dans ces processus. Hein. C'est là où c'est différent du forfait mobilité durable. Hein. Donc, c'est une décision qui est une décision, on va dire, d'entreprise, avec sans consultation nécessaire des représentants du personnel, qui est une décision de gestion de coûts de l'entreprise. Donc, en fait, j'ai jamais vu dans les différents crédits mobilité accordés des retours des syndicats de représentants du personnel sur ce dispositif. C'est vraiment différent du forfait mobilité durable là-dessus. Mehdi, tu voulais compléter? Non, je suis d'accord. Je n'ai rien d'autre à dire. Super, ça marche. On est arrivé à 10h01, on a dépassé de 8 minutes, j'en suis désolé. On va s'arrêter là et je vous remets encore une fois les contacts de chacun d'entre nous. Si jamais vous avez d'autres questions ou des questions qu'on n'aura pas eu le temps de répondre, n'hésitez surtout pas. Je voulais remercier Antoine, Mehdi et Yann pour vos interventions très intéressantes. Merci à tous les participants d'aujourd'hui et j'espère vous retrouver très vite pour de nouveaux webinaires et très bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi Thomas, merci à tous. Merci. Au revoir.